Bonjour, je m'appelle Sandrine Larive, je suis experte de l'inconscient au service des femmes neurodivergentes. Et mon talent, c'est en fait de voir ce qui se passe sous la surface pour pouvoir mieux le révéler. Et aujourd'hui, j'ai envie de partager avec toi qui m'écoute depuis un certain temps un énorme malaise, quelque chose qui m'a mis profondément en colère ces dernières semaines. J'ai pas voulu tout de suite faire une vidéo. J'ai décidé de faire complètement corps avec cette colère pour pouvoir, au sens jungien du terme, la sublimer, la transformer, la transcender en quelque chose et ce que je sais bien faire et bien, ce sont des vidéos sur ma chaîne YouTube. Donc je vais vous partager exactement ce que j'ai ressenti, ces dernières semaines en tant que thérapeute, mais aussi en tant que femme et en tant que citoyenne. Alors difficile d'y échapper, mais depuis quelques semaines, l'affaire Patrick Bruel occupe une grande part sur les réseaux sociaux. Et en fait, j'ai pas envie de parler de lui, j'ai pas envie de parler de l'homme. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est ce que ça a révélé de nous, de nos sociétés et surtout des femmes. Et je vais te dire ce qui m'a le plus glacé le sang, et je pèse mes mots, c'est comment très, très vite, certaines femmes se sont transformées en tribunal contre d'autres femmes dans les commentaires. Et ce qui fait réellement mal dans ces histoires-là, c'est l'écart des réactions. Je me suis demandé comment mes sœurs pouvaient avoir des réactions aussi à l'opposé, que les miennes. Et vraiment, je pense que c'est ça qui est important. C'est comme dans la neuroatypie, ce qui est intéressant de regarder, c'est l'écart entre les personnes neuroatypiques et les personnes neurotypiques. Car c'est souvent là où il y a beaucoup de souffrance. Et je me suis dit que ces réactions, en fait, elles ne venaient pas de nulle part. C'est des réactions qui étaient tant à l'opposé de ce que je pouvais penser. Elles sont le fruit d'un système, hem, qui nous a conditionnés, hommes et femmes, depuis l'enfance. Mais en fait, comprendre ces réactions ne les rend pas pour autant anodines. Factuellement, certaines des phrases que j'ai vues en commentaire entretiennent la culture du viol et ça, c'est un problème. Ce n'est pas forcément intentionnel, mais c'est réel et c'est ce dont, on va parler aujourd'hui, c'est comprendre l'écart. Et petit aparté, si toi aussi tu ressens que tu as des émotions bloquées dans le corps, qui méritent d'être transcendées, sache que cet été, je vais ouvrir plein de créneaux pour des forfaits de 3 séances de thérapie brève. Elles sont ciblées, puissantes et elles permettent parfois d'avoir de grands changements très rapidement. Donc n'hésite pas à t'inscrire. Dans le lien, sous la vidéo, il y a un questionnaire dédié et je te répondrai rapidement. Et commençons maintenant par quelque chose de fondamental que peu de gens comprennent, surtout si on n'a pas été éduqué à l'esprit critique. Notre cerveau est câblé pour la simplicité. Il cherche en permanence des raccourcis, des explications rapides, des récits linéaires qui lui évitent de tenir la complexité. Et quand quelqu'un accuse une figure admirée, une célébrité, un bon père de famille, une figure d'autorité, eh bien notre cerveau fait ce pourquoi il a été conçu. Il cherche un raccourci pour éviter la remise en question. Et ces raccourcis, je les entends tout le temps en ce moment. J'en ai noté certains. Elle a été boire un thé chez lui. Elle savait donc à quoi s'attendre. Il avait toutes les femmes à ses pieds. Il n'avait aucune raison de violer. Si c'était si grave, elle serait partie. Pourquoi elle n'a rien dit avant et elle a attendu 35 ans avant de parler? Eh bien, ces phrases, ce ne sont pas des raisonnements, ce sont des biais cognitifs, des raccourcis mentaux qui semblent logiques, mais en fait, qui correspondent exactement à ce que notre cerveau veut croire. En psychologie, on appelle ça un biais de cohérence narrative. Le cerveau préfère une histoire simple et cohérente à une réalité complexe et inconfortable. Dire elle ment, c'est plus facile à digérer que dire elle souffre d'un mécanisme de dissociation traumatique depuis 35 ans. Dire honnêtement, il n'avait pas besoin d'aller violer puisqu'il avait toutes les femmes à ses pieds. C'est complètement ignorer que le viol n'est pas une question de désir, c'est une question de pouvoir, de contrôle et de domination. Par ailleurs, dire: «Elle savait à quoi s'attendre» et présupposer qu'accepter d'aller chez quelqu'un, c'est accepter tout ce qu'il voudra faire quand on sera chez lui.
Et c'est exactement la logique qui invalide le consentement. Donc en fait, ces raccourcis ne protègent pas la vérité, ils protègent le silence. Et maintenant, parlons chaque jour de ce que je vois en cabinet et que la majorité des gens ne comprend pas. Le traumatisme ne fonctionne pas de manière logique ou linéaire. Le cerveau cherche d'abord à survivre. Certaines femmes vont se figer dans la sidération, d'autres minimisent, d'autres se dissocient complètement d'elles-mêmes. Certaines continuent à vivre en apparence comme si de rien n'était alors qu'elles sont détruites à l'intérieur. Et voilà ce qui choque le plus les gens et qui est pourtant parfaitement documenté en psychotraumatologie. Continuer à voir son agresseur ne veut pas dire qu'il ne s'est rien passé. C'est souvent un mécanisme de survie. Pourquoi? Parce que maintenir une relation normale avec l'agresseur, c'est une façon de reprendre le contrôle sur une situation où on en a été totalement privé. C'est une tentative désespérée de normaliser ce qui s'est passé, de le rendre supportable, de continuer à fonctionner. Et certaines jeunes femmes agressées, face à une figure d'autorité ou d'admiration, telle que voilà une célébrité, un patron, un proche ultra respecté, eh bien, vont développer ce qu'on appelle un attachement paradoxal. Ça peut paraître, vu de l'extérieur, comme, un lien d'affection, mais en réalité, c'est un mécanisme de survie psychique. Et les souvenirs traumatiques, ils peuvent être compartimentés dans une partie inaccessible de notre psyché et c'est ce qu'on appelle de l'amnésie traumatique. Et en fait, ces souvenirs peuvent remonter à la surface des années, des décennies après, avec un événement déclencheur. Ça peut être la parole d'une autre victime, une thérapie, le sentiment d'une sécurité retrouvée. Et parler 35 ans après n'invalide pas la parole des victimes. Au contraire, c'est cohérent ce délai avec ce qu'on sait aujourd'hui de la science du psychotrauma et de la neurobiologie. Et aujourd'hui, retirer aux femmes victimes le droit de parler quand elles le veulent et surtout quand elles le peuvent, c'est la double peine. Mais toute cette connaissance, elle n'est pas enseignée à l'école. Les jurés ne sont pas forcément formés à ça. Ce n'est pas forcément transmis dans les familles. Et de plus, cette ignorance structurelle, elle est aujourd'hui parfois délibérément exploitée par les avocats devant les médias par calcul, parce qu'ils savent que les arguments simples gagnent face à des jurés non formés et créent suffisamment de doutes. Et maintenant, parlons un peu chiffres parce que les faits ont leur propre violence. Une femme sur 2 a été harcelée ou victime d'agression sexuelle au moins une fois dans sa vie et je faisais le compte avec toutes les femmes de ma famille ou encore des amis proches et je ne pense pas qu'il y ait une seule personne qui n'ait pas vécu une ou plusieurs agressions une fois dans sa vie. Faites l'exercice avec toutes les femmes qui vous entourent, vous allez peut-être être surprise. En France, selon l'Observatoire national des violences faites aux femmes, 277 000 femmes déclarent avoir subi un viol ou une tentative de viol en 2023. Et quand on dit déclarer, ce sont celles qui ont bien voulu oser le dire dans une enquête anonyme. La réalité est sûrement structurellement supérieure, car on ne déclare pas tout le temps ce genre de choses. 7% seulement portent plainte. 73 de ces plaintes sont classées sans suite et au bout du tunnel, seulement 1200 ou 1500 condamnations par an pour viol en France, soit moins de 1% des viols déclarés qui aboutissent à une condamnation. Moins de 1%. Alors quand on demande pourquoi elles ne parlent pas, je pense que c'est une partie de la réponse. Parce que le système lui-même leur dit qu'elles n'ont aucune chance d'être entendues. Parler aujourd'hui, c'est risquer de perdre une famille, un équilibre, une image sociale. C'est risquer de ne pas être crue, d'être traitée de menteuse, de manipulatrice. C'est risquer d'être broyée par le système. Enquête intrusive, expertise humiliante, lynchage sur les réseaux sociaux. Et face à ça, certaines femmes attendent 2 ans, 5 ans, 10 ans, 25 ans, 30 fois 35 ans, parfois une vie
parce qu'avant de parler, il faut retrouver parfois un minimum de dignité, comprendre pourquoi ce qu'on a vécu est grave, sortir du déni, retrouver une forme de sécurité intérieure et supporter les conséquences de la parole. Donc ce n'est pas une faiblesse que de parler des années après, c'est une question, encore une fois, de survie. Les femmes aujourd'hui qui préfèrent défendre les agresseurs, qui minimisent, qui questionnent les victimes, je ne suis pas là pour les juger, je suis là pour décortiquer en fait ce qui se passe. Ce que j'observe en tant que thérapeute, puisque c'est mon métier, c'est que la dissociation n'est pas seulement individuelle. Cette dissociation est devenue un mode de fonctionnement collectif. Nous avons appris collectivement à survivre sans ressentir, à fonctionner sans écouter, à rationaliser l'humain et surtout à minimiser ce qu'on ne comprend pas. Les femmes qui défendent un agresseur présumé coûte que coûte, heu, versus croire les victimes, en fait, elles ne le défendent pas vraiment lui. Elles défendent finalement leur propre équilibre psychique. Parce que croire la victime oblige à remettre en question des idoles, des souvenirs, une époque entière même, des chansons parfois écoutées en pleurant dans une voiture à 17 ans. Et ça, pour le cerveau, c'est insupportable. Ce qui est troublant, c'est que des milliers de ces femmes vivent exactement la même chose dans leur vie. Elles restent dans des relations toxiques, elles se taisent pour éviter le conflit, elles sourient alors qu'elles sont dévastées à l'intérieur, elles normalisent l'inacceptable pendant des années et deviennent soudainement incapables de comprendre pourquoi une autre femme n'a pas parlé plus tôt. Ce n'est pas un paradoxe, c'est de la dissociation. Et autre petit aparté qui m'a permis de prendre du recul, une étude publiée dans PNAS Nexus montre que la grande majorité des discours et des contenus haineux en ligne est produite par une infime minorité d'utilisateurs. Sur Reddit, par exemple, on sait que 1 des communautés génèrent 74 des conflits, de tous les conflits. Donc ce déferlement que vous voyez en général de haine ou de jugement, il ne représente pas tout le monde. Il représente une minorité très bruyante, mais une minorité qui, si elle n'est pas contredite, donne souvent l'impression d'être la norme. Par ailleurs, j'ai lu, récemment la préface d'un livre, que je me réjouis de lire, qui s'appelle Vampirocène d'Ansgar Rougemont-Bucking, et dont le concept est puissant. Il nous dit que nos sociétés reproduisent des engrenages traumatiques à l'échelle collective. Le trauma n'est pas qu'individuel, il, se transmet, il se mue, il se perpétue, il s'organise en système depuis des générations, il est civilisationnel. Nos corps ne portent pas simplement notre histoire, ils portent celle de celles qui nous ont précédés. Ces femmes qui n'avaient pas les mots, pas le droit, pas l'espace, ces femmes qui nous ont transmis sans le vouloir: «Tais-toi, supporte, c'est pas si grave». Leurs filles, leurs petites filles portent ce silence dans leur corps sans toujours savoir d'où il vient. Alors quand quelqu'un ose nommer publiquement ce qui a longtemps été tu, c'est parfois plusieurs générations qui se réveillent en même temps. C'est immense et nécessaire. Allez voir, ce livre, je mets le lien en description et j'adorerais avoir votre avis en commentaire si vous l'avez déjà lu. Et c'est pour ça aussi que je vous recommande d'aller écouter l'interview que j'ai faite de Pascal Michelon sur notre cerveau sous emprise. Il donne des réponses neurobiologiques à beaucoup de questions qui sont insoutenables. On y parle notamment de cocktails chimiques précis, de dopamine, de cortisol, d'ocytocine, tout ce qui se joue au niveau neurobiologique à chaque phase de l'emprise et qui rendent la sortie neurobiologiquement difficile, même pour les femmes les plus intelligentes et les plus lucides. Ce n'est pas une excuse, c'est une explication et l'explication, c'est ce qui déculpabilise les femmes victimes, les femmes cibles des agresseurs, c'est ce qui libère. Donc, je remets aussi le lien de cette vidéo en description sous la vidéo. C'est la dernière vidéo de ma chaîne. Voilà, en tout cas, je voulais vraiment partager avec vous, cette réaction intime
que j'ai en tant que femme, en tant que thérapeute, en tant que citoyenne. Je refuse de banaliser, le trauma comme si c'était de la fiction. Je refuse de normaliser, voilà, des réactions, incompréhensibles. Je refuse qu'on continue à demander aux femmes traumatisées d'avoir des réactions parfaites pour mériter d'être écoutées. Le corps humain est complexe, le trauma est complexe, les mécanismes de survie sont d'autant plus complexes. Mais une chose est simple, une société qui ridiculise les femmes qui parlent crée automatiquement un monde dans lequel les violences continuent de se perpétrer dans le silence. Ce qui doit changer pour moi, ce n'est vraiment pas le comportement des victimes, c'est notre connaissance collective du psychotrauma au niveau des jurés, des magistrats, de voilà, éduquer sur le consentement à l'école, les mécanismes traumatiques. Ce n'est pas, aux victimes de supporter le poids de prouver l'insupportable. Tant que la connaissance du psychotrauma restera l'apanage de spécialistes, les avocats continueront à exploiter cette ignorance et les victimes continueront à se taire. Et pour finir, j'ai envie de vous laisser avec ça. Sortir de la dissociation, la nôtre, celle dont on a hérité, celle que la société nous a transmise, ça ne se fait pas en lisant un article ou même en regardant cette vidéo. C'est aller vraiment creuser ce qui se passe au niveau de l'inconscient, surtout de nos biais inconscients, des mécanismes invisibles qui nous gouvernent. C'est aussi en éduquant son esprit critique, en lisant, en se confrontant, en partageant, comme je le fais aussi avec vous aujourd'hui, ces impressions. C'est là aussi que je travaille. C'est là aussi qu'est ma force, c'est comprendre quels sont ces mécanismes inconscients que vous ne voyez plus et sur lesquels vous avez peut-être envie de travailler. Et je le répète, vous pouvez remplir un questionnaire, il est sous la vidéo et je me ferai un plaisir de vous répondre dans les plus brefs délais. Je ne sais pas si cette vidéo a résonné en vous. Si c'est le cas, merci d'écrire en commentaire ce qui a le plus résonné en vous aujourd'hui et peut-être que vous aurez d'autres sentiments que le mien et c'est ça aussi éduquer son esprit critique, c'est être challengé par quelqu'un d'autre. C'est, pouvoir accueillir d'autres, façons de voir, d'autres, voilà, opinions, donc je me ferai un plaisir de les lire du moment que ce n'est qu'un partage d'opinions et que ce ne sont pas, justement, des jugements ou des insultes. Merci d'être là et je vous dis à bientôt les héroïnes. Ciao.